Eh bien, bienvenue à tous pour le webinaire dédié au service manager sur Helios. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter les nouveaux services et de vous proposer une offre complète adaptée pour pérenniser et sécuriser l'utilisation de votre base Helios. Vous avez pu le remarquer sur les dernières versions, l'écosystème d'Helios devient de plus en plus riche. Vous avez vu apparaître notamment les serveurs d'impression, mail, les protocoles d'authentification. Donc pour nous, l'objectif, c'est de vous proposer une offre complète et adaptée pour pérenniser et sécuriser l'exploitation de votre base Helios. Juste un petit rappel du fonctionnement du webinaire. François, si tu peux passer à la slide après. Donc, vos micros sont coupés pendant toute la session du webinaire. Vous avez accès à un petit onglet Q et A. C'est pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. Si jamais on pourra vous répondre à l'écrit. Et si on ne vous répond pas à l'écrit pendant la session, on y reviendra en fin de séance. Toutes les questions que vous allez poser vous seront fournies à l'issue du webinaire. Et on vous fournira aussi l'enregistrement en replay et vous y aurez aussi accès directement depuis la base de connaissances où on vous mettra à disposition le replay du webinaire. En plus de ça, vous allez voir en cours de webinaire, on va vous mettre à contribution et on va vous faire parvenir un petit sondage où il faudra que vous y répondiez aussi. Donc le déroulé de la séance, c'est François Duverdier, responsable service et support, qui va vous dérouler toute la présentation de ces nouveaux services. Et Alain vous fera aussi une petite démonstration de l'outil IA qu'il a à disposition pour pouvoir répondre à tous ces services. François, je te laisse la parole. Très bien, c'est parti. Allez. Donc voici un petit peu l'agenda ou le sommaire pour la suite de la présentation. Donc on va d'abord parler des contraintes environnementales, réglementaires et puis liées au secteur de l'aéronautique. On va passer ensuite assez rapidement, mais c'était important en tout cas dans le cheminement pour expliquer pourquoi on proposait les services managés. On va vous parler de l'architecture Helios, de la base de données, des sauvegardes, du serveur d'application. On va faire un petit focus sur ce qui est intégré ou pas dans le contrat de maintenance et on va vous présenter aussi des indicateurs intéressants qui motivent effectivement cette prestation qu'on va vous présenter, donc les services managés. Et ensuite, on va faire un petit focus également sur le contrat de service. Et entre-temps, il y a Alain qui vous présentera un outil intéressant pour mesurer l'activité d'une base de données Oracle avec l'intégration dans cet outil d'une intelligence artificielle qui s'appelle Anaïs. Donc, le point de départ de cette présentation, et pour comprendre un petit peu ce que disait Jérémy en termes de complexité de l'écosystème, soit de l'architecture système, soit de l'architecture logicielle, en fait, c'est pour répondre à différentes contraintes que Helios évolue. Ça, vous l'avez bien compris. Et ces contraintes, nous, on les regroupe sur trois thèmes. Donc, c'est les contraintes environnementales, réglementaires et sectorielles. Dans les contraintes environnementales, on parle plutôt de cybersécurité, de protection de la donnée, des évolutions technologiques telles que la mobilité, les web services qui permettent de connecter des systèmes entre eux en temps réel. Puis ensuite, on suit les mouvances technologiques de toute façon du marché puisqu'on n'est plus sur des architectures de client-serveur, mais sur des architectures entières. Et on intègre aussi des nouvelles choses comme la business intelligence. On aurait pu rajouter l'intelligence artificielle et d'autres domaines qui sont en cours de développement. Les contraintes réglementaires, c'est par exemple la NIS 2. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle réglementaire qui est plutôt au niveau européen, mais qui descend maintenant sur les États qui devait être mise en place sur 2025 et qui a été repoussée. Cette réglementation européenne, en fait, vise à sécuriser l'écosystème économique de l'Europe et de rendre les entreprises le plus résilient possible. Et donc, dans ce cadre de la NIS 2, vous avez des thèmes comme la cybersécurité, la protection de la donnée, la responsabilité des chefs d'entreprise, la reprise d'activité, donc tout ce qui est plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité, les déclarations d'incidents de type cybersécurité, etc. Alors vous pouvez vous renseigner, il y a le site du gouvernement, vous tapez NIS 2 gouvernement et vous arrivez directement sur le lien.
Ou sinon, vous pouvez même dans un chat GPT ou une autre intelligence artificielle, vous parler de la NIS 2, vous lui demandez de faire une synthèse, il va vous regrouper par thème les différents thèmes de la réglementation. Dans ces contraintes réglementaires, il y a une que vous connaissez particulièrement bien maintenant, c'est le projet de démat facture, donc des factures électroniques, avec les notions de PDP, OPA, et puis euh, aussi de l'EDI. Mais voilà, c'est toute cette partie réglementaire qui doit être mise en service à partir de septembre 2026 pour les petites entreprises en termes de réception de factures et les grosses entreprises devront émettre à partir de septembre 2026. C'est pour ça que les petits doivent réceptionner. Et à partir de septembre 2027, c'est toutes les entreprises en France devront émettre des factures dans ce cadre-là. Différents webinaires ont été réalisés par Fortero pour vous expliquer un petit peu le contexte. Et ensuite, les contraintes sectorielles, mais 95% de nos clients sont dans l'aéronautique, donc Helios évolue forcément avec les besoins de l'aéronautique en termes de DI, de cybersécurité, puisque maintenant il y a le programme qui s'appelle Air Cyber, qui reprend quand même beaucoup de concepts de la NIS 2 et qui oblige, par exemple, les clients à avoir leur système maintenu sur les dernières versions des logiciels. Il y a également tout ce qui est contraintes fonctionnelles comme la traçabilité et d'autres points importants de l'aéronautique. Donc voilà les fameuses contraintes qui amènent maintenant à ce que je vous parle de l'architecture. L'architecture d'Helios, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de l'architecture, c'est pas trop le but. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que ben, les contraintes évoluent dans le temps et forcément Helios doit s'adapter à ces contraintes-là. Donc, je vous montre une architecture d'Helios. Donc, il y a une quinzaine d'années, quand on a fait Helios 2, voilà, c'est quand même assez simple. Il y a un poste client sur lequel vous aviez Helios qui tournait, il communiquait avec une base de données. Bon, après, on a un serveur de backup, ça c'est, je dirais, anecdotique, mais voilà, la représentation, en tout cas, de l'architecture est simple. Helios ERP, en s'adaptant maintenant aux contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, complexifie son architecture. Maintenant, vous avez un poste client qui communique avec un serveur d'application, qui lui-même communique avec le serveur de la base de données Oracle lui-même avec des serveurs backup ou des serveurs de fichiers. Voilà. Et vous voyez que déjà, cet écosystème ou cette architecture se complexifie. Euh, et ça, ce n'est que la partie système. Si maintenant on vient dessus caler en plus une partie logicielle, donc vous voyez avant, avec Helios 2, on avait quand même un écosystème logiciel assez simplifié. Alors que maintenant, vous voyez que le poste client se décharge de plus en plus pour être le plus épuré possible. Ça, c'est la tendance aujourd'hui du marché, d'où certainement la réussite du cloud, puisqu'on va venir transférer sur ce qu'on appelle, nous, donc le serveur d'application, pardon. Sur le serveur d'application, c'est là qu'on va venir intégrer toutes les composantes logicielles. Donc, par exemple, on a un scheduler, on a une gateway. Bon, ça, c'est des termes un peu peut-être barbares, mais le scheduler, c'est un équivalent du planificateur de tâches chez Windows. La gateway, c'est ce qui permet de faire des interfaces via des web services entre différents logiciels tiers, par exemple la mobilité pour nous en interne et Helios ERP. Voilà, il faut des communications avec des serveurs de backup, avec des serveurs mail, avec des serveurs d'impression, avec des serveurs de fichiers. Voilà, donc vous voyez bien que tout cet écosystème se complexifie. La relation également avec, donc nous on intervient forcément sur vos systèmes et dans l'environnement de l'ERP. Cela demande forcément de la communication avec vos équipes internes ou avec vos prestataires d'infrastructure. Voilà. Et on ne va pas venir travailler de la même façon chez un client que chez un autre, puisque ça dépend de la relation qu'il y a entre lui et la couverture que prend en charge son prestataire. Donc on vient de comprendre un petit peu là qu'il y avait des contraintes, que Helios et son architecture évoluent par rapport à ces contraintes-là. Et je voudrais faire un petit focus maintenant sur la partie base de données, parce que ce que l'on s'aperçoit en discutant avec nos clients, c'est que Helios mélange, enfin dans le discours de nos clients, Helios mélange à la fois la base de données, le serveur d'application, Helios dans son ensemble, et qu'on n'arrive pas trop à faire la distinction entre ces différentes composantes. Donc pour la base de données, c'est une base de données Oracle, bien sûr, ça vous le savez, mais il y a
il y a des contraintes fortes à une base de données. Il faut qu'elle réponde forcément en termes de performance. Donc, il faut l'optimiser, cette base de données, de manière à ce que vous allez, quand vous allez écrire ou récupérer de la donnée, il faut que, elle soit le plus efficace possible. Il faut la maintenir, cette base de données, et j'ai parlé de la réglementation NIS2 ou de RCyber, et RCyber, par exemple, impose de plus en plus les clients d'avoir les dernières versions de correction de la base de données Oracle. Donc Oracle, vous êtes aujourd'hui sur Oracle 19, la version 19 devrait normalement s'étendre jusqu'en 2030. Par contre, Oracle, tous les trimestres, délivre un patch de sécurité, enfin un patch correctif, dans lequel il y a des corrections de failles sécurité. Et c'est pour ça que RCyber demande à ce que les bases de données Oracle chez nos clients soient à jour. Et ce qui n'est pas forcément fait chez tout le monde. Et ensuite, il y a une surveillance des ressources. Donc, une base de données, pour être efficace, certes, il faut qu'il y ait des dimensionnements et de la consistance en termes de tables et de relations, tables relationnelles, mais il faut également que les paramètres système soient en adéquation avec le besoin du client, notamment ce qui est CPU au niveau du process, la RAM. Les IO, ce sont les entrées-sorties de la base de données Oracle, qui dépendent forcément du matériel. Et les espaces disques, eh bien, c'est ce qui permet d'héberger la base de données. Les systèmes de sauvegarde, je ne vais pas trop m'aventurer sur le sujet technique, mais ça reste quand même quelque chose de très important qui n'est pas forcément maîtrisé chez les clients parce qu'on s'aperçoit que quand il y a certaines clashs, soit de matériel, soit malheureusement de plus en plus d'entre vous sont attaqués par des ransomware. Donc, euh, la surveillance de la base de données Oracle devient, je pense, de plus en plus stratégique. Donc, Oracle met à disposition des outils comme les archive-log pour tout ce qui est sauvegarde transactionnelle ou Herman pour la sauvegarde de la base de données, tout simplement. Et ensuite, il y a toute une stratégie à avoir sur la ressource qui est mise à disposition pour faire ces backups en termes de hiérarchisation de stockage, surveillance proactive pour savoir si les backups se réalisent correctement, analyse de robustesse, normalement, si vous faites des plans de reprise d'activité. Et il y a une politique de rétention, à savoir ben justement comment vous allez mettre en adéquation la ressource système avec le nombre de backups que vous souhaitez conserver. Donc voilà, il y a une stratégie quand même au niveau des sauvegardes qui n'est vraiment pas à négliger, qui est très importante aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît. Le serveur d'application, donc voilà une autre couche qui est très importante, qui n'existait pas avec Helios 2, qui est présente avec Helios ERP. Le serveur d'application, il concentre, comme je disais tout à l'heure, il concentre maintenant tous les besoins d'interface d'exécution de programmes. Le poste client, il devient de plus en plus épuré, il n'y a quasiment plus rien. Au niveau d'Helios, vous avez juste la partie, ce qu'on appelle le Helios client qu'il faut installer. Mais sur le serveur d'application, vous allez installer le Helios Server avec toutes les composantes, donc gateway, scheduler. Dès que vous avez besoin de faire maintenant, il y a la possibilité vraiment de communiquer avec un serveur mail, donc il faut mettre des stratégies d'authentification, par exemple le Auth 2. Il y a des prérequis à respecter en termes de Visual C, .NET Framework 4.8, un peu barbare, mais installation des deux IS, Crystal Report Runtime, donc jusqu'à présent avec Helios 2, vous avez Crystal Report 10. Maintenant, le Crystal Report Runtime, c'est un outil que l'on installe sur le serveur d'application et qui permet de s'abstraire de la version que vous allez utiliser de Crystal Report, qui devrait normalement marcher avec n'importe quelle version de Crystal Report. Mais qui complexifie un petit peu la solution puisque ça tourne sur le serveur d'application et c'est ensuite le résultat qui est envoyé sur le poste client. Bon bref, tout ça pour vous dire que la maintenance du serveur d'application n'est pas forcément facile, intuitive et nécessite maintenant de plus en plus de compétences techniques chez vous. Du coup, je voudrais faire un petit focus sur cette partie contrat de maintenance. Donc, ce que l'on a vu, c'est qu'on avait une partie réglementaire qui, de fait, complexifie les architectures système aujourd'hui et logiciels. Euh, et on va déterminer un petit peu cette partie-là qui n'est pas forcément bien comprise par nos clients. Et avant de faire ce focus, je voudrais revenir sur cette partie statistique qui, je trouve, est intéressante. Ce que l'on peut revoir dans ce graphique ici, c'est que le nombre de clients pour Helios évolue. Et je pense qu'il y a un lien fort justement au fait que Helios évolue par rapport à ces fameuses contraintes dont je parlais tout à l'heure. Du coup, Helios, il évolue en termes d'architecture, d'ergonomie, de puissance, de fonctionnel.
Et ça plaît de plus en plus. Helios marche bien maintenant sur le marché de l'aéro. Il est reconnu et il est reconnu par la puissance qu'il impose maintenant. Donc nos clients forcément augmentent et c'est plutôt positif et pour vous et pour nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on voit que la partie adhérence client Helios ERP, donc l'adhérence, c'est le nombre de clients sur notre base installée. Donc si je prends ici en projection les 123, et bien sur les 123, on aura 80% de la base installée qui sera sur la technologie Helios ERP. Ça ne veut pas forcément dire sur la dernière version 2024, mais qui sont au moins sur les versions 2.4 Evolution, la version 2023 et 2024. On a 20% donc des clients qui restent encore sur Helios 2, mais on met de l'énergie pour les faire basculer sur Helios ERP, d'autant que, j'en ai parlé un petit peu au début, le projet de démat facture qui va imposer les entreprises à basculer dessus, donc à partir de septembre 2026. La réglementation continue de changer un petit peu, ce qui veut dire qu'Helios doit s'adapter à cette nouvelle réglementation, et l'adaptation ne se fera que sur la partie Helios 2025. Donc il va falloir que tous les clients qui souhaitent faire de la dématérialisation de factures avec nous basculent sur la 2025 pour avoir les dernières mises à jour. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que le nombre de clients augmente, le taux d'adhérence augmente, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de clients qui en plus utilisent Helios ERP, et le nombre d'incidents diminue, ce qui nous laisse penser que Helios entre vraiment dans une phase de maturité. Il est plus stable et plus stable. Par contre, dans le même temps, ce que l'on voit, c'est que le nombre de tickets liés à des interventions système augmente. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure cette première partie où on voit la réglementation, l'évolution d'Helios, l'évolution de son architecture et sa complexité, et on voit bien que le produit devient de plus en plus mature au niveau fonctionnel, sur la partie système, vous avez de plus en plus de mal à suivre cette évolution technologique pour mettre à jour correctement les Helios dans votre infrastructure. Je fais un petit laïus sur le contrat de maintenance. Euh, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. Comme je disais tout à l'heure, pour vous, Helios, la base de données, le serveur d'application, tout ça, ça ne fait qu'un seul. Et vous avez l'impression que le contrat de maintenance couvre toutes ces dimensions-là, mais non. Donc Helios ne couvre pas la gestion de la base de données. Donc si par exemple, quand je disais tout à l'heure, on a besoin de mettre en place un patch de sécurité Oracle, ben, tout ça, ce n'est pas dans le contrat de maintenance, ce sont des prestations. La mise à jour du serveur d'application, c'est-à-dire l'installation d'Helios ERP ou d'une gateway ou d'un scheduler ou de différents logiciels délivrés par Fortero, ben, ce n'est pas compris dans le contrat de maintenance, c'est également des prestations additionnelles. Et au niveau de la gestion des backups, ben, c'est de votre responsabilité de voir qu'ils s'exécutent correctement. Et normalement, vous devriez mettre en place des politiques de reprise, donc de plans de reprise d'activité ou de plans de continuité d'activité en reprenant des backups qui ont été réalisés, les remonter sur base de test et voir s'ils sont consistants, si le backup s'est bien passé. Voilà, il faudrait faire ça normalement sur des périodes et à fréquence. Voilà pour le contrat de maintenance. Tout ça pour vous dire que, euh, fort de ces conclusions-là, les services managés étaient une solution pour nous et pour nos clients, pour vous accompagner justement dans cette complexité et vous décharger de cette responsabilité-là, où nous allons pouvoir vous accompagner justement dans la gestion de la base de données ou la mise à jour du serveur d'application. Donc le service managé, comment on est organisé et quelles sont les prestations que l'on fournit à l'intérieur. Donc, ce que je disais depuis le début, c'est au niveau de la base de données et ce qu'on appelle nous l'infogérance, c'est-à-dire la gestion du serveur d'application. Mais au niveau de la base de données, on va être capable de faire des optimisations de votre système, de voir si elles sont en adéquation avec la gestion des ressources dédiées à la base de données. On va pouvoir mettre en place des patchs de sécurité, faire une analyse de backup et pourquoi pas même vous aider à faire des tests de reprise d'activité ou à venir tester la consistance de vos backups. Et sur la partie infogérance, on va pouvoir faire tout ce qui est mise à jour. Dès qu'il y a des nouvelles mises à jour, on pourra les mettre à disposition et les installer chez vous. Et voir si également vos ressources système sont en adéquation avec vos évolutions potentielles. En termes d'organisation,
Euh, ben, cela fait plusieurs mois, bien sûr, qu'on travaille sur cette partie-là. On a fait l'acquisition d'un logiciel qui s'appelle Decide. Pour la petite histoire, Decide, c'est des anciens d'Oracle qui ont monté leur entreprise et ils ont développé un outil qui permet de faire le suivi et l'activité de la base de données Oracle. Cet outil, on peut l'utiliser, le programmer. Donc, Alain, il va nous faire, comme je disais tout à l'heure, une petite démo de Decide. On va venir programmer justement l'édition de rapports qui vont se constituer, se créer et se déposer chez vous, sur votre environnement. Ensuite, nous, on va les récupérer, ces rapports, et on va porter des diagnostics dessus. Et en fonction de la conclusion du rapport, eh bien, on va venir, hein, le process, c'est qu'on va venir créer des tickets Jira à votre place. On le fait déjà aujourd'hui. Je pense que certains d'entre vous reçoivent des notifications au travers des tickets Jira que l'on crée, où dessus, il y a des problématiques, soit d'espace dédié à la base de données Oracle, soit des table space, ce qu'on appelle les table space, c'est-à-dire des segments de la base de données qui sont dédiés à des fonctionnalités particulières à Delios et qui peuvent se saturer, et sur lesquels on doit amener des redimensionnements. Ou ça peut être aussi des tickets qu'on crée pour vous sur le fait que le backup ne s'est pas correctement généré. D'accord? Donc ensuite, en termes de process, c'est assez simple. C'est le ticket Jira, on le crée pour vous. On vous dit qu'on va faire une intervention. Si vous avez un service manager, bon, on va vous poser la question, est-ce qu'on peut intervenir au titre du contrat du service manager? Si vous n'avez pas de service manager, on va vous faire, enfin aujourd'hui, on fait des propositions commerciales pour faire l'intervention. Ensuite, on intervient. Et comme ça se passe au travers d'un ticket Jira, vous avez automatiquement le rapport d'intervention dans le ticket Jira et une notification qui vous alerte comme quoi l'intervention est terminée et avec son contenu. Donc voilà ce qu'on est capable de proposer au travers du service manager. Un peu plus dans le détail, donc si je me focalise maintenant sur la base de données, donc je viens d'en parler, c'est on peut optimiser les performances de la base de données. Ce qui est certain, c'est que même si Helios est un vertical et dans un standard, c'est exactement le même exé que l'on retrouve chez tous les clients, la base de données, forcément, elle se différencie d'un client à l'autre, puisqu'il n'y a pas le même nombre de collaborateurs qui travaillent sur la base de données, vous n'avez pas le même historique, vous n'avez pas la même utilisation des modules. Chez certains clients, on va développer plus facilement des modules que d'autres. Et donc, il y a besoin d'une optimisation particulière, et c'est ce fameux outil Decide avec l'intelligence artificielle Anaïs que l'on a choisi pour faire ces optimisations, proposer ces optimisations. Ensuite, la partie sécurité, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, au travers du programme AirCyber ou de la NIS 2, eh bien, il faudra que vos systèmes soient aux dernières versions maintenues par vos éditeurs, donc pour Helios, mais pour les autres outils, vous devez très certainement avoir d'autres outils, et normalement, vous devriez avoir les logiciels à la dernière version maintenus par votre éditeur. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose là. Et au travers de ce patch sécurité, eh bien, on vient, normalement, c'est une fois par trimestre, mettre à jour votre moteur Oracle sur les derniers correctifs Oracle. Et ensuite, en termes de gestion de ressources, elle participe aussi à l'optimisation de la performance. Et dans le temps, en fonction de votre activité, si elle évolue, eh bien, il faudra certainement mettre en adéquation ces fameux paramètres, soit la CPU, la RAM, les I/O, donc les entrées-sorties de données, de base de données, et l'espace dédié à la base de données. Donc tout ça, c'est en surveillance lorsque vous êtes sous service manager. Au niveau de l'infogérance, c'est-à-dire de la surveillance du serveur d'application. Donc, comme je disais, nous, ce qu'on peut proposer, c'est bien sûr la mise à jour des solutions Fortero, donc tout ce que nous, on délivre comme logiciel, Helios ERP, mais également les gateways, le scheduler, les portails, etc. Enfin, tout cet écosystème logiciel. Euh, et on fait également l'analyse des ressources pour voir si ben, tout cet écosystème est supporté par votre infrastructure dans l'environnement de l'ERP. Et on prend en charge également, donc si on doit intervenir, on prend en charge également la relation avec soit vos équipes internes et ou les équipes, enfin vos prestataires infra, pour mener à bien nos interventions. Voilà. Et je vais passer la main à Alain qui va vous faire une démonstration donc, de Decide avec l'intelligence artificielle Anaïs et il va vous montrer comment on peut faire de la surveillance de base de données et comment on peut proposer ensuite des optimisations. Voilà. Allez.
Allez, je te laisse la place. Ah oui, oui, merci François. Donc, par rapport à Decide, c'est un outil que l'on a choisi car il est indépendant du licensing Oracle euh, et il nous permet de faire d'une part des collectes de données sur l'activité de base de données et ensuite avec la partie Decide Replay nous permet de cibler les créations euh, et les optimisations que l'on va faire en fonction des volumétries que vous manipulez. Donc, le premier step pour nous, c'est d'avoir un outil de collecte qui est un outil qui est en tâche planifiée chez vous. Ça s'appelle Decide Gather. Euh, L'effort que l'on a fait depuis que l'on utilise Decide, c'est de déployer partout chez tous nos clients cette collecte-là. Donc là, je vous montre ce qui se passe en tâche planifiée toutes les nuits. Ça fait simplement une analyse à la fois de la structure de la base de données et de la collecte Decide. Une fois qu'on a fait ces analyses chez vous, on peut récupérer, nous, les rapports d'analyse, comme le précisait François, et venir avec la console Decide Replay, euh, voir ce qui s'est passé sur une période d'une semaine sur votre base de données, de façon à cibler en fait nos actions en termes de volumétrie. Donc, je vais prendre plusieurs exemples. Alain, Oui. je ne sais pas si tu partages quelque chose, mais on est encore sur l'écran de François. Ah, non. Je vais Il arrêter faut peut-être juste le que tu... partage et je te donne Non, le... Ouais. non, 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 c'est moi. Excusez-moi. Donc, je reprends un peu en amont. Donc, la partie Decide Gather, c'est juste l'automate que vous voyez là, qui s'est lancé. Vous voyez bien là aussi. OK. C'est tout bon, on te voit. OK. Donc, là, c'est la partie collecte des informations qui va ensuite être transférée chez nous de façon à ce que l'on puisse utiliser le Decide Replay. Et j'ai construit plusieurs exemples de collecte d'activités sur des bases en essayant de prendre des complexités croissantes au niveau des analyses qu'on peut faire sur la base de données. Euh, donc la première base de données, c'est une base de données qui a très peu d'activités, à part sur un jeudi où on a eu un pic énorme d'activité. Du coup, je vais venir vérifier au niveau des utilisations des ressources CPU ou des ressources euh, disques du serveur de façon à pouvoir voir ce pic-là, à quoi il correspond, le pic en vert, qui est un pic normal d'activité, puisqu'il correspondait à une insertion massive de données pour une initialisation de base de données. On a ensuite des activités sur la démo 2. Donc, une activité journalière normale de la base de données sur lequel on a donc les différentes journées que l'on peut revisualiser. On va se focaliser sur le mercredi. Ensuite, on va venir pour chacune des requêtes, on peut faire des analyses en fonction des temps de réponse de la requête. Et ici, par exemple, en double-cliquant sur une requête particulière de la base de données, je vois qu'il y a deux plans d'exécution qui peuvent être définis par Oracle en fonction de retour de statistiques ou d'évolution des volumétries. Chacun de ces plans d'exécution, je peux venir vérifier le nombre de blocs qui ont été manipulés, le temps de réponse de chaque requête. Et j'ai une première aide d'analyse qui me dit cette exécution, en fait, il préconise la création d'un index sur une colonne d'une table de la base de données. Ça, avant, il fallait le deviner en faisant plusieurs tests.
Avec l'IA, en fait, on cible tout de suite certaines actions. Comme il y a deux plans d'exécution sur la même requête, je vais venir analyser le deuxième plan d'exécution, refaire une analyse et analyse, et je vois que sur un autre point du plan d'exécution, il y a aussi l'appel à la création du même index. Donc, de là, ben, je vais venir chez le client, créer un index sur les stockages Decide de façon à optimiser le temps de réponse de cette requête en spécifique chez le client. Je vais prendre maintenant un autre exemple d'une autre activité. Donc, je me connecte sur ma base de démo 3. Ici, on a un graphique très différent en termes d'utilisation où on voit de l'activité normale en vert et ensuite de l'activité IO qui est vraiment très, très importante sur cette base de données-là. Sachant que l'activité IO, mais on ne peut pas y faire grand-chose au niveau des optimisations DeCide, puisqu'elle dépend beaucoup des capacités matérielles qui sont mises à notre disposition pour faire tourner la base de données. Par contre, ce que je peux voir, c'est que dans des consommateurs de ressources, on trouve du SQL Server, on trouve du reporting, et ces consommateurs de ressources sont assez imposants. Par contre, Decide, vu qui vient voir qu'il y a un requêtage externe depuis un autre module que Helios ERP, peut nous proposer aussi d'optimiser les cas particuliers de ce requêtage et en nous proposant toujours une analyse Decide et la création d'index, notamment ici un index qu'il a surligné, de façon à optimiser le temps de réponse de ce requête-là. Un nouvel exemple d'activité, donc une activité sur la démo 4. On va prendre le mardi. Donc là, j'ai un serveur qui a des temps de réponse très corrects. Il y a très peu de zones d'IO et de contention. Par contre, je vois en plein milieu de mon écran une zone en rouge qui correspond à de l'attente active. Donc, je peux cibler cette zone-là et faire un démarrage juste de l'activité sur cette période-là et venir cibler avec Decide vraiment le moment où il y a eu une attente active, voir quelles sont les requêtes qui rentrent dans le blocage de cette attente active. Donc, j'ai deux requêtes qui sont, enfin, deux personnes qui sont bloquées. Et surtout, analyser s'il y a un deadlock. Le deadlock, c'est l'étreinte fatale, c'est-à-dire un interblocage qui se termine jamais, sauf si on tue l'une des deux sessions. S'il n'y a pas de deadlock, ici, comme dans ce cas-là, ben, c'est une activité normale et les verrous vont être gérés par Oracle. Si je vais un petit peu plus loin dans le temps en lançant mon analyse régulière de Decide, je vois qu'ici, il apparaît un nouveau interblocage. Sur celui-là, je vais avoir une nouvelle session qui vient d'être bloquée par les deux autres qui sont déjà en attente. Euh, Plus les temps de réponse du serveur sont longs, euh, plus il y a de sessions qui s'interbloquent les unes après les autres. Là encore, je viens vérifier qu'il n'y a pas de deadlock. S'il y a un deadlock, cela veut dire qu'il faut que je passe la situation au niveau de la R&D pour que trouve une solution programmée de façon à débloquer la situation. Euh, pour terminer, donc je reviens sur mon écran principal. Je vais choisir la dernière base de données. Donc ici, je vais m'attacher sur une période plutôt du samedi et du dimanche. Habituellement, chez Helios, samedi et dimanche, on a les tâches planifiées du week-end. Les tâches planifiées du week-end génèrent énormément de charges, comme les tâches planifiées de nuit, mais enchaînent vraiment tous les process de tâches planifiées. Et donc là, je vais venir voir
quels sont les événements d'attente. Au passage, je vois que il y a aussi les backups qui sont générés sur le week-end. Si je prends le dimanche, la zone de backup est plus marquante puisqu'elle apparaît en marron ici. Et ce que je vais produire sur une zone de week-end, c'est que je vais demander à Anaïs là de me faire un audit global. Donc, il me produit un reporting HTML sur lequel il cible les 5 plus gros consommateurs de ressources sur la période analysée, sur lequel on va pouvoir, bien sûr, mener des actions, soit de réécriture de requêtes, soit d'optimisation en posant des index au niveau service. Voilà pour cette petite présentation. Je m'excuse pour le démarrage où j'avais pas partagé l'écran. Je repasse la main à François normalement. Ouais. Très bien. Vous voyez mon écran cette fois-ci? Non? Maintenant, oui, je pense. Oui. Parfait. Donc, merci Alain en tout cas pour cette présentation. On va poursuivre du coup sur le contrat de service, mais avant ça, il y a un petit sondage. Vous allez recevoir une question. Cette question n'a pas l'air d'arriver. Si, ça y est. Vous la voyez, j'espère. C'est souhaitez-vous être recontacté par notre équipe au sujet des services managés Helios? Donc c'est juste la question oui, non, en espérant que le plus d'entre vous répondent oui, sans imposer, hein. Et je bascule sur le contrat de service. Donc là, jusqu'à présent, on a parlé des services managés pour la gestion de la base de données Oracle, serveur d'application. Et le contrat de service, je pense que vous connaissez. On en a déjà parlé, il y a eu déjà des webinaires, et puis de toute façon, j'imagine que Jérémy vous a déjà expliqué un petit peu le concept, mais on souhaite revenir sur ce concept-là pour principalement deux particularités. Donc, les services managés qui peuvent être intégrés dans le contrat de service ou qui seront intégrés dans le contrat de service. Pour rappel, le contrat de service, ce qui est intéressant, c'est que c'est un contrat, donc c'est un volume, bon, c'est des points, on va dire que c'est un volume horaire exprimé sous forme de points. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous projeter sur les 3 prochaines années avec. Donc, en termes de budget, si vous avez besoin de déterminer un budget de service, de prestation autour de votre ERP, vous avez la possibilité comme ça de souscrire un contrat de service avec un volume sur les 3 prochaines années. Et nous, ce qui est très important pour nous, et c'est ce qui nous est reproché un petit peu, c'est qu'on n'est pas forcément réactif par rapport à vos demandes. Or là, si nous, on peut bénéficier d'un prévisionnel de 3 ans, ben forcément, on va mettre en adéquation vos besoins avec nos ressources. Voilà. Et comme dans le service, c'est pas évident, il faut 9 mois pour former une personne. Voilà, il y a tout un process de onboarding, d'intégration dans l'équipe qui est longue. Ben, il faut qu'on puisse anticiper. Et nous, effectivement, le contrat de service, c'est l'outil le plus intéressant pour pouvoir anticiper vos besoins et y répondre le mieux possible. Donc, dans ce contrat de service, vous avez différents thèmes, pardon. Vous avez différents thèmes, donc les services managés, dont on vient de parler, mais vous pouvez intégrer aussi du custom, pour ceux qui souhaitent faire évoluer Helios sur des fonctionnalités importantes et stratégiques pour vous. Vous pouvez intégrer également des prestations sur Crystal Report, donc tout ce qui est reporting et BI, donc Crystal Report, des formations sur notre data warehouse qui peut être séparée de la partie business intelligence, c'est-à-dire business object. Vous pourriez avoir un Power BI par exemple qui se plug sur ce data warehouse. Et nous, on vous forme sur ce data warehouse qui est, je dirais, une sorte de sous-base de données dans lequel on est venu compiler tout un tas d'informations provenant de différentes tables. Donc c'est pré-mâché, le calcul est pré-mâché. Voilà. Euh, Bien sûr, l'amélioration continue. Donc ça, c'est vous souhaitez faire évoluer votre taux d'utilisation de l'ERP. Mais dans le cadre du contrat de service, on peut mettre en place des audits, des conseils, de la formation hors OPCO, puisque ça, on ne peut pas l'intégrer dans le contrat de service, tout ce qui est soumis à des subventions type OPCO, de l'accompagnement ou du suivi de projet. Voilà, tout ça s'intègre parfaitement dedans. Et pour finir, et je reviens sur ce projet de dématérialisation de factures, c'est que si vous nous choisissez à nous,
eh bien, sachez qu'on a réfléchi à un process pour vous accompagner dans le projet de dématérialisation de factures qui peut s'intégrer parfaitement dans le contrat de service puisque c'est des projets longs. Comme je le disais, là, c'est septembre 2026, il va falloir que vous soyez capable de recevoir des factures, mais il faut aller jusqu'en 2027 pour émettre vos factures. Donc cet accompagnement, il peut être fait sur les 2 prochaines années. Comment va se dérouler l'accompagnement? Ben, c'est très simple, on va venir chez vous ou à distance, enfin, on va venir scruter vos flux financiers en achat, en vente, les mettre en corrélation avec ce qu'on appelle les use cases. Donc, c'est des cas d'emploi qui sont définis dans la norme et dans les documents réglementaires. Et une fois qu'on a fait ce rapprochement, qu'on a identifié tous les use cases euh, auxquels vous êtes contraints, eh bien, on définit un plan d'action qui consiste à mettre un plan de codification et de paramétrage pour chacun de ces use cases. Puis ensuite, on met des tests unitaires pour les tester chacun, indépendamment. Et ensuite, une fois qu'on les a tous testés, on refait une bascule à blanc pour les tester tous d'un coup, en achat, en vente. Et ensuite, on fait une assistance à la mise en production pour vous accompagner, en tout cas dans les deux grands jalons, sur les achats et sur les ventes. Voilà. Et tout ça dans le contrat de service, c'est parfait, c'est vraiment adapté pour ce type de projet, par exemple. Je pense que j'ai terminé sur cette partie service manager, contrat de service aussi. Et on est sur la partie, déjà merci de votre attention, et sur la partie questions-réponses, si vous avez des questions à formuler. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent poser des questions en direct, vous pouvez lever la main et on ouvrira votre micro. Sinon, la majorité des questions ont été répondues directement sur le chat. Si c'est pas clair, vous pouvez me faire un mail ou me rappeler ou ouvrir votre micro directement sur cette session. Alain, il y a une dernière question. Je ne suis pas sûr de la réponse dans le QNR. Je ne sais pas si tu as accès et si tu peux y répondre. C'est plutôt ta partie. Pour les serveurs de base de données. Ouais. Les serveurs de base de données d'application peuvent-ils continuer à être sur le même? Ouais. Euh, ouais. Ok. Bon, tu es en train de répondre à l'écrit. Tu peux répondre à l'oral, hein, si tu veux. Ah oui, serveur de base de données hein, et d'application. Bah, le serveur d'application, lui, il évolue. Le service d'application évolue sur les plateformes 2022-2025 maintenant. Les serveurs de base de données, c'est pareil, on essaie de suivre la partie donc spécification euh, et compatibilité des bases de données sur les OS les plus récents, sachant qu'on ne peut pas se substituer au support de Microsoft si vous avez du Microsoft ou de Linux si Oracle Linux. Après, les bases de données seront maintenues en Oracle 19 jusqu'à la fin des supports. Vous avez toutes les informations dans les documents d'infrastructure sur lequel j'envoie le lien régulièrement. Je peux le mettre peut-être dans le chat. Et vous l'avez aussi dans la documentation Helios en ligne. Oui, euh, sur Confluence ou directement en lien Internet. Je vais mettre le lien dessus la conversation. Parfait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là? Ok, bon, je pense qu'on a été complet. Si jamais, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Alain, François ou moi, hein, si vous avez des questions additionnelles ou s'il faut faire des précisions. Et merci à tous d'avoir participé. On vous mettra à disposition donc le replay pour ceux qui voudront le regarder ou s'il y a d'autres personnes de la société qui ont pas pu y participer. Ah, si, il y a peut-être une question, peut-être. Nicolas.
Nicolas. Oui. Allô, allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'ai une question par rapport au contrat. Donc, je voulais savoir, donc, pour le contrat de service, il s'applique de date à date, il se cale sur le contrat de maintenance qu'on a chaque année, ou si je le lance là, ce mois-ci, c'est 3 ans par rapport à la date où je l'aurais signé? Ouais, Comment ça alors se passe? c'est 3 ans à partir de la date de démarrage, donc c'est nous qui la définissons ensemble. Donc on peut très bien le démarrer là au 1er novembre ou au 1er décembre. Mais certains de nos clients nous demandent de le caler aussi sur le contrat de maintenance pour avoir des Ouais. dates de démarrage au 1er janvier. Donc ça, c'est Ouais. assez souple et c'est nous qui le définissons ensemble suivant vos contraintes en fait. D'accord. Non, c'est parce que généralement, vous sortez vos versions en fin d'année, donc je pense que ça serait Ouais, peut-être mieux de se caler, oui, en effet, en début d'année, quoi, ouais, pour ok, un accompagnant. Ok, bon, bah, c'était ma seule question. Merci. parfait. Ok. Bon, mais ce coup-ci, je pense que c'est bon. Merci à tous pour votre participation. Et ben, n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.